L'exposition coloniale internationale 1931 2 Table des matières L'exposition coloniale internationale 1931 1. Pourquoi une exposition coloniale 4. Rapide historique des expositions coloniales françaises 4.2. Pavillons et réalisations architecturales coloniales françaises 8.3. Pavillons et réalisations architecturales coloniales étrangères 11.4. Quelques réalisations remarquables 15. Plusieurs fontaines monumentales 17. La Cité internationale des informations 17. Les cartes postales 18.5. La section des attractions 18. Les attractions foraines 18. Les animaux dans l'exposition 19.6. Réactions et critiques au sujet de l'exposition 27. Que reste-t-il de l'exposition 21. Conclusion 23. Annexes 24.3. L'exposition coloniale internationale s'est tenue à Paris du 6 mai au 15 novembre 1931, à la Porte Dorée sur le site du Bois de Vincennes. Cet ensemble s'étendait sur 110 hectares et son entrée principale était située à la Porte Dorée. La porte d'honneur se tenait près du musée des colonies que l'on aperçoit au centre, vers le fond sur la carte postale. Son objectif était de présenter les produits et réalisations de l'ensemble des colonies et dépendances d'outre-mer de la France et des principales puissances coloniales. Toutefois, compte tenu de la concurrence et des désaccords sur l'empire colonial avec le Royaume-Uni, celui-ci ne fut pas présent car un certain nombre de pavillons furent bâtis, rappelant l'architecture de ces territoires, notamment pour l'Afrique noire, Madagascar, l'Afrique du Nord, l'Indochine, la Syrie, le Liban. L'exposition reçut environ 8 millions de visiteurs, venus accomplir le tour du monde en un jour selon le slogan de l'époque. Les réactions furent très tranchées, émerveillées, enthousiastes ou très critiques. Les plages horaires d'ouverture étaient amples, toute la semaine, de 14h, 15h le dimanche, à minuit. Le prix d'entrée était de 3 francs, comparable au prix d'une place de cinéma. Une carte d'abonnement, entrées illimitées, valait 20 francs. Les transports en commun furent aménagés alentour et améliorés. La ligne numéro 8 du métro fut inaugurée la veille de l'ouverture de l'exposition. Pour les provinciaux, les chemins de fer proposaient, pour des sommes forfaitaires de transport, train ou car, et la journée à prix réduit. Afin d'agrémenter l'exposition, une série de spectacles 150 en tout, soit quasiment un par jour fut présenté au public, avec des titres tels que La Féerie africaine, Le monde colonial qui chante et qui danse, Les nuits coloniales. Certains mettaient en scène des centaines de figurants indigènes, le tout avec force jeu de lumière à la nuit tombée. Pourquoi une exposition coloniale? Rapide historique des expositions coloniales françaises en 1894 fut organisée à Lyon, au parc de la Tête d'Or, une foire privée dénommée Exposition universelle, internationale et coloniale. Elle fut d'ailleurs le cadre d'un événement tragique, l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot V en 1896. Une exposition nationale et coloniale se tint à Rouen puis en 1906 à Marseille 6 en 1907 une exposition coloniale eut lieu à Paris, dans le jardin d'agronomie tropicale. Faisant partie du bois de Vincennes en 1922 une exposition nationale coloniale s'est déroulée de nouveau à Marseille. Le port de Marseille a bien sûr été privilégié à 2 reprises, en 1906 et 1922, compte tenu de ses liens importants avec les colonies. Pour accueillir une nouvelle exposition, Marseille et Paris se disputent pendant une dizaine d'années le projet. Ce n'est qu'en 1925, en réponse à la British Empire Exhibition de 1924, que Paris est choisi pour accueillir l'événement. La pose de la première pierre a lieu le 5 novembre 1928 et elle est finalement inaugurée le 6 mai 1931, dans un contexte de récession économique. Après la crise de 1929, le président de la République Gaston Doumergue entouré de spies marocains apparaît alors accompagné du ministre des colonies Paul Reynaud et du gouverneur des colonies faisant office de secrétaire général, Léon Gismard. Le maréchal Lyautey est nommé commissaire général de l'exposition dès 1927. À 76 ans, il s'enthousiasme pour le projet, qu'il souhaite monumental, afin de transformer l'événement au lieu de l'éducation coloniale des Français. L'exposition se veut le reflet de la puissance coloniale de la France, de sa mission civilisatrice dans les colonies, ainsi qu'un outil économique au service des industriels métropolitains et coloniaux,
Comme toutes les grandes expositions de ce début de XXe siècle, 8 pavillons et réalisations architecturales coloniales françaises. L'exposition est structurée par l'avenue des Colonies, vaste allée desservant les différents pavillons et que l'on voit particulièrement encombrée de visiteurs sur la carte. L'Afrique équatoriale française, AF, est une fédération de 4 colonies, Gabon, Moyen-Congo, Ubangui-Chari, Tchad. Le pavillon de l'Afrique équatoriale française, AF, est très original. Il s'agit de la reproduction d'une case indigène du Logon 9. Le pavillon de l'Afrique occidentale française, AOF, présente différentes constructions dont un palais local, construit en terre séchée, et une place de marché. L'Afrique occidentale française, AOF, est une fédération de 8 colonies, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Soudan français, Haute-Volta, Niger. Ce palais de l'AOF semble avoir beaucoup frappé les visiteurs de l'exposition. On remarque aussi l'apparition des photos en couleur dans les cartes postales. Le pavillon des établissements français de l'Inde représente une demeure hindoue de Pondichéry. La section tunisienne est située sur l'un des côtés de la place de l'Afrique du Nord. Elle présente un ensemble composé de 4 unités, le pavillon officiel du protectorat de Tunisie, regroupant des salles d'exposition et un salon d'honneur. Les souks Seragine, brodeur sur cuir, et El Barka, joaillier. Reconstitution d'un quartier de Tunis présentant 45 boutiques. 10. Le minaret de Sidi Bazia, flanqué d'un marabout de style islamique. Un café mort pittoresque. À moitié en plein air. Le pavillon de l'Algérie. Le pavillon de l'Algérie présente un minaret et des structures caractéristiques du sud de l'Algérie. Le pavillon du protectorat du Maroc se présente sous la forme d'un palais sobre, inspiré du palais de Magzen, et entouré de vastes cours et patios. Un canal d'eau, bordé de jardins à la mode andalouse, s'allonge en façade et est encadré par des souks. La section de Madagascar est structurée par 2 grands bâtiments visibles sur la carte. 11. La maison royale malgache, copie agrandie et stylisée de la case du roi Andriyen en Poini qui présente le résultat de la colonisation de l'île depuis 1895, la tour des Bucranes, symbole de la richesse de Madagascar. Cette tour de plus de 50 mètres supporte 4 énormes têtes de bœuf de 14 mètres de haut. 3. Pavillons et réalisations architecturales coloniales étrangères. La section des Pays-Bas est composée d'un pavillon principal et d'un ensemble de petits pavillons. Le pavillon principal est une architecture malaise stylisée. Il présente sur 6000 m² des collections d'art indo-javanais et des Bouddhas, ainsi que l'économie des 3 colonies des Pays-Bas, les Indes orientales néerlandaises, le Suriname et Curaçao. Le bâtiment est richement décoré de sculptures en pierre, et est recouvert d'un toit imposant présentant 2 tours culminant à 50 mètres. Entre les 2 pavillons, se trouve la place des indigènes, à laquelle on accède par la porte de Bali. Porte monumentale en pierre sculptée, cette place sert principalement pour les spectacles de danse. Le 28 juin 1931, à cause d'un court-circuit, le pavillon principal brûle pendant l'exposition, détruisant toutes les collections et expositions qu'il renferme. Il est reconstruit en 2 mois, à l'exception du toit, qui est simplifié. 12. Le pavillon du Cameroun et du Togo. Le Cameroun et le Togo furent des protectorats allemands de 1884 à 1918. Après la guerre, ils passèrent sous administration française et britannique à partir de 1922, dans le cadre d'un mandat de la Société des Nations. 13. La section des États-Unis est agencée autour de la reproduction de la maison de G. Washington, à Mount Vernon, construite en 1743. La reproduction est fidèle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. 2 petites maisons reliées par des galeries couvertes sont situées de part et d'autre de la maison. Ce sont la cuisine et le bureau de Washington, qui présentent une exposition sur le territoire de l'Alaska. On peut s'étonner de la présence des États-Unis dans une exposition mettant en valeur les empires coloniaux. En effet, sauf à considérer comme colonies les anciens territoires amérindiens ou mexicains, les territoires américains outre-mer se résument à Hawaï, quelques concessions en Chine, légation de Pékin, concessions à Shanghai et Tinsin, Porto Rico, Panama et Guantanamo et quelques petits territoires. Mais le côté connaissance des marchés économiques des différentes colonies a probablement joué un rôle dans le choix de la présence du pays à l'exposition. 14. Le pavillon de Italie présente un ensemble de pavillons. Le pavillon principal,
Reproduction de la basilique de Leptimania en Libye, monument romain du IIe siècle, qui représente les colonies italiennes, Somalie italienne, Érythrée, Libye, le pavillon de Rhodes, de style médiéval et orné de 7 tours. Consacrée à l'histoire de l'île, la section du Congo belge présente sur 2 hectares plus de 10 000 mètres carrés de construction, autour d'une vaste cour, précédée d'une porte monumentale, au centre, le pavillon d'honneur, surmonté d'un toit enchaummé de 3 coupoles, abrite toutes les informations sur le Congo belge. Les pavillons latéraux présentent les industries métropolitaines et exotiques. 15. La section portugaise regroupe 4 pavillons construits dans un mélange d'art maure et d'art portugais du XVe siècle. 2 pavillons présentent les colonies portugaises, Angola, Mozambique, île du Cap-Vert, Guinée portugaise, État de l'Inde, Goa, Macao, Timor. Les 2 autres sont consacrés à l'histoire des voyages, des conquêtes et des explorateurs. 4. Quelques réalisations remarquables. Le temple d'Angkor Wat. La section de l'Indochine présente, pour le protectorat du Cambodge, une réalisation massive et souvent reproduite dans les visuels diffusés, le temple d'Angkor Wat et sa chaussée d'accès. Reconstitution exacte dans ses proportions de la partie centrale du temple. Sur une base carrée de 70 mètres de côté, le temple est composé de 4 tours de 45 mètres de haut aux anglais d'une coupole centrale de 55 mètres de haut, superficie couvrant environ 10% de l'exposition. 16. L'Annam, qui est un protectorat en Indochine, dispose d'un pavillon dédié, dont on voit quelques occupants en costume local. 17b. Plusieurs fontaines monumentales ainsi sont installées dans l'exposition, le théâtre d'eau, le Grand Signal. Fontaine de 50 mètres, implantée dans le lac d'Auménil, le Cactus, mise en lumière à la nuit. C'est la Cité internationale des informations. C'est une création originale due à l'initiative du maréchal Lyautey, commissaire de l'exposition, dans le but d'offrir aux industriels, économistes et financiers, les informations techniques dont ils ont besoin pour développer leurs relations avec les colonies. Ce bâtiment construit le long du boulevard Poniatowski qui s'étend sur 19 000 mètres carrés et présente un inventaire général des colonies, présenté par catégorie, économie, production, mines et ressources, navigation, administration, travaux publics, colonisation, politique, marché, vie sociale, hygiène, enseignement, chambre de commerce, associations économiques, une salle de cinéma de 1500 places, présentant des films sur les colonies, des salles de congrès, des expositions. Philatélie par exemple, un grand hall de commodités avec une poste, une billetterie maritime et ferroviaire, une librairie, la radiophonie et la presse française. Coloniale et étrangère. 18. Les cartes postales. De nombreuses cartes postales furent éditées, dont certaines furent offertes par les commerçants à cette occasion, à titre de réclame. 5. La section des attractions. Les attractions foraines. Le parc de Gravelle, entre la porte de Reuil et le palais d'Angkor Wat, présente diverses attractions foraines, dont le Sonic Railway, ensemble de montagnes russes dans un décor colonial. 19. Les îles de Reuil et de Bercy, appelées îles de Bagdad, situées sur le lac d'Auménil, elles accueillent des flottilles coloniales, pirogues africaines, pirogues à balancier du Pacifique, sampans d'Asie, le théâtre de Bagdad et des restaurants. Les animaux dans l'exposition. Pour présenter la faune des colonies est construit un parc zoologique suivant une approche moderne des zoos, pas de grilles, mais des enclos ouverts séparés du public par des fossés. C'est un parc provisoire d'été ne possédant pas de construction permettant de garder les animaux au chaud en hiver. On peut y voir la savane africaine, antilopes, zèbres, gazelles, le marécage africain, oiseaux aquatiques, le rocher des singes, les girafes et les autruches, les éléphants, les lions. Va à la suite du succès énorme rencontré par ce zoo. Il est né. Rencontré par ce zoo, il est légèrement déplacé en 1932 à l'endroit qu'il occupe actuellement dans le bois de Vincennes et complété par des bâtiments permettant de protéger les animaux l'hiver. 6. Réactions et critiques au sujet de l'exposition. Nombre de visiteurs furent émerveillés par l'ampleur et la diversité des pavillons et l'écrivirent sur les cartes envoyées, c'est intéressant à voir. On se figure faire un voyage aux colonies, on ne peut le raconter. Quels travaux pour aménager tout cela malgré un ciel gris. Il est agréable de visiter cette grande exposition.
C'est bien, nous venons de visiter exposition et ce n'est pas sans fatigue, aucun regret. Tout est superbe. Le Parti communiste français exprima cependant des positions opposées et anticolonialistes. Dans le journal L'Humanité, on ne parle pas alors d'exposition mais de foire impérialiste. Le PCF organisa une contre-exposition, place du Combat, aujourd'hui place du Colonel Fabien, dans le 19e arrondissement. Le mouvement surréaliste ne fut pas en reste et Louise Aragon, liant les deux mouvements, surréaliste et communiste, joua un grand rôle dans l'élaboration de la contre-exposition. Il fut aidé entre autres par Elsa Triolet, Paul Éluard et Yves Tanguy. La contre-exposition présentait essentiellement les réalisations artistiques des civilisations non européennes et les réalisations soviétiques en particulier, dans les républiques d'Asie centrale. Les organisateurs opposaient alors au colonialisme impérialiste, l'exemple de la politique des nationalités appliquée par les soviets. La contre-exposition fut inaugurée le 23 septembre 1931 et se termina en février 1932. Les visiteurs ne s'y pressèrent pas et en janvier 1932, le comité exécutif de la Ligue contre l'impérialisme évalua à environ 5000 le nombre total des visiteurs 21,7. Que reste-t-il de l'exposition? Le souvenir le plus tangible reste à Paris le musée des colonies bâti de 1928 à 1931, grand bâtiment de 88 mètres de long sur 60 de large. Sa façade est ornée d'un grand bas-relief dû au sculpteur Alfred Janniot qui retrace l'histoire économique des colonies. Sa réalisation fut confiée aux architectes Albert Laprade, Léon Bazin et Léon Josely. Ce musée présentait alors sur 5000 mètres carrés deux sections de l'exposition, une vue synthétique de l'effort colonial dans tous les domaines depuis 1870, une rétrospective, retraçant les époques de l'histoire coloniale française, depuis les croisades. Ce musée disposait aussi d'un aquarium tropical, montrant la faune tropicale aquatique, d'une salle des fêtes de 1200 places et de deux salons ovales ornés de fresques. L'un servait de bureau à Paul Reynaud, alors ministre des colonies, pour recevoir ses visiteurs de marque. Sur le perron, se trouve une statue de Léon Ernest Drivier, symbolisant la France et ses colonies. Cette statue se trouve de nos jours au sommet de la fontaine de la Porte Dorée, dans le square des anciens combattants des Indochine, constituant le terre-plein central de la place Édouard Renard. En 1935, le musée des colonies est appelé Musée de la France d'Outre-mer. En 1960, lors de la décolonisation, il devient, à la demande d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles, le musée des arts africains et océaniens. Le musée ferma ses portes en 2003 et la majeure partie de ses collections partit alors au musée du Quai Branly. Seul l'aquarium tropical et les espaces historiques du rez-de-chaussée restèrent ouverts. Depuis 2007, le bâtiment abrite le musée de l'histoire de l'immigration, dont l'objectif est de faire connaître l'apport de l'immigration en France depuis le XIXe siècle. D'autres bâtiments sont conservés ou déplacés, les anciens pavillons du Cameroun et du Togo sont conservés et sont transformés en temples bouddhiques, sur les bords du lac Daumesnil. 22 L'église Notre-Dame des Missions est déplacée à Épinay-sur-Seine en 1932, construite pour honorer les missions catholiques d'outre-mer durant l'exposition coloniale. Cette église était destinée à la démolition au terme de l'exposition. En 1933, le cardinal Verdier, archevêque de Paris, parvint à assurer son déplacement. Son étonnante architecture évoquait plusieurs civilisations, formes de pagodes orientales, céramique de façade bleue chinoise, clocher de type africain, la réplique de Mount Vernon, maison de George Washington en Virginie, fut achetée par un riche américain pour être reconstruite à Vaucresson, où elle est toujours visible. 23 Conclusions lancées dans la foulée du centenaire de l'Algérie, 1930, et savamment orchestrée par les journaux officiels. L'attente sur l'exposition était grande et les réalisations furent d'importance. En 1931, c'est la dernière manifestation de cette ampleur qu'organisera la France en matière coloniale, l'exposition de 1937 étant davantage orientée arts et techniques appliquées à la vie moderne. Ce sera aussi la fin des os humains, avec la déplorable histoire des Kanaks, évoquée dans les journaux, venus pour être présentés en marge de l'exposition, au jardin d'acclimatation. Vêtus de vêtements de fantaisie et contraints de jouer les féroces cannibales auprès des visiteurs. Le caractère propagandiste de l'exposition est évident, une faible part est laissée pour l'expression des colonisés,
en dehors des spectacles. Mais une évolution s'amorce, une nouvelle époque commence, au lendemain de 1931. Elle va conduire l'empire colonial sur la